Après cet intermède de quelques semaines, je reviens vers vous avec une revue d'actualité assez riche en cette année 2022, année d'abomination économique et d'abomination politique. Je reviens vers vous sur des sujets que vous m'avez suggérés, notamment sur la boîte email aubenas@sfr.fr. Premier sujet, ça sera Elon Musk. J'avais jamais fait de vidéo sur le personnage et je pense qu'il est intéressant de traiter le sujet dans la perspective du rachat de Twitter. Donc ça touche bien sûr la liberté d'expression. Deuxième sujet, ça sera sur le Bitcoin et l'effondrement du Bitcoin. C'est un sujet que j'ai déjà traité plusieurs fois, donc je ne vais pas m'étendre sur cela, mais suite effectivement à la baisse des marchés financiers en général et à la baisse du Bitcoin en particulier dans l'actualité, eh bien il était intéressant d'avoir, je pense, une analyse. Troisième sujet, élection piège à con, Mélenchon Premier ministre. Donc là aussi c'est un sujet complètement d'actualité politique. Là on tombe dans l'abomination politique. Quatrième sujet, ça sera sur l'Ukraine. L'Ukraine, bien évidemment, la guerre qui se poursuit et qui risque de se poursuivre encore assez longtemps puisque c'est la volonté occidentale. Donc voilà les 4 sujets que je vais traiter. Le premier, attaquons tout de suite, Elon Musk, donc il a ce talent, Elon Musk, de lever des fonds, une capacité effectivement d'aller sur les marchés financiers, mais aussi d'aller auprès des banques, et quand on dit marché financier, naturellement derrière il y a la Banque Centrale Américaine, la Fédérale Réserve, qui fait tourner la planche à billets à très grande vitesse. Donc les grands financiers ont un accès illimité à des dollars à taux d'intérêt négatif, donc ils ont tendance à vouloir les investir où à la bourse et dans des sociétés qui font parler d'elles, notamment les fameuses sociétés, les GAFAM, les Google, Alphabet, c'est-à-dire Google, Amazon, Microsoft, et puis notamment, effectivement, aujourd'hui, les sociétés d'Elon Musk. Alors, il a fait fortune au départ en créant le système PayPal, qui est un système de paiement par Internet. Elon Musk n'est pas quelqu'un qui a créé des entreprises très révolutionnaires. Je pense qu'il est beaucoup plus révolutionnaire dans son management et dans sa façon d'aller chercher des capitaux que il n'a jamais été disruptif. Autant un Bill Gates, lorsqu'il a créé Microsoft et lorsqu'il a créé Windows, etc., a été quelque peu disruptif. Steve Jobs, également, avec Apple, a été disruptif. On a vu Jeff Bezos, qui a créé Amazon, qui est vraiment une entreprise qui a révolutionné le secteur de la vente d'abord de livres en ligne, et puis ensuite de la vente simplement de produits, y compris de produits alimentaires aujourd'hui. Donc là, effectivement, Elon Musk n'est pas vraiment révolutionnaire. Les voitures électriques, Tesla, ça fait un siècle qu'on fabrique des voitures électriques. Jusqu'à présent, la réglementation, effectivement, ne favorisait pas spécialement ces voitures. De toute façon, l'économie des voitures électriques n'est pas avérée. Elle n'existe aujourd'hui que parce que la réglementation frappe durement les véhicules thermiques et favorise donc les voitures électriques. Mais en réalité, les voitures électriques n'ont jamais été rentables et elles ne le seront probablement jamais. Simplement, aujourd'hui, la réglementation américaine et européenne les favorise. Mais c'est pas vraiment une invention, la voiture électrique. Je rappelle que je crois que c'était en 1902 ou 1903, la Jamais Contente, une voiture électrique française qui avait battu des records de vitesse. Bon, les voitures électriques existent depuis très longtemps. Les fusées, les fusées récupérables. Alors il a eu l'intelligence avec sa société SpaceX de lancer un système de fusées récupérables. Là, il a été innovant sur ce point de vue-là, il a été assez visionnaire et l'Europe va s'y mettre. L'Europe est en train de développer son système Callisto, qui est un démonstrateur muni du monomoteur Prometheus, un moteur qu'on peut rallumer, voilà, donc un système assez prometteur. C'est un démonstrateur. Dans un deuxième temps, il y aura le système Themis avec 3 Prometheus, donc une petite fusée qui pourra placer quelques petits satellites en orbite basse, et puis plus tard, ce sera Ariane Next qui sera doté de 7 moteurs Prometheus, et donc là aussi, Ariane Next, fusée récupérable. Donc Musk a été effectivement sur les fusées récupérables assez novateurs. Maintenant, toutes ces sociétés, tant qu'elles sont des sociétés qui ne gagnent pas ou peu d'argent. Moi, je n'investirais pas dans ces entreprises. Je pense que c'est un entrepreneur qui est assez largement fantasque dans beaucoup de domaines. Alors aujourd'hui, il fait parler de lui. Il a créé finalement une marque qui est sa personne. Maintenant, est-ce que ces entreprises sont rentables? Non, elles ne le sont pas. Mais beaucoup d'entreprises, effectivement, du Nasdaq ne sont pas rentables. En fait, simplement, ce sont des entreprises qui ont accès à au marché financier et à des capitaux illimités à taux d'intérêt
intérêt négatif, et donc qui lance des opérations qui ne sont pas rentables, mais à la limite on s'en fout. Et Twitter est dans cette veine, hein. Twitter est une entreprise non rentable, rachetée par un type qui lui-même fait des entreprises non rentables, mais qui, sur son nom, arrive à mobiliser des investisseurs, des capitaux, et arrive à se faire prêter de l'argent. En dernier ressort, c'est la Fédérale Réserve qui prête de l'argent. Donc on est quand même dans une économie de capitalisme de connivence et de capitalisme très virtuel. Alors, sur la question Twitter, s'il prend véritablement le contrôle de Twitter, est-ce que ça va révolutionner le secteur? Je pense pas, parce qu'en réalité, Elon Musk devra respecter la réglementation européenne, la réglementation américaine. Donc je vois pas en quoi ça va apporter vraiment un bol d'air frais en termes de liberté d'expression. La loi est de plus en plus restrictive en termes de liberté d'expression, de part et d'autre de l'Atlantique et dans le monde entier. Et le Twitter ne va pas, même dirigé par Elon Musk, ne devrait pas révolutionner le secteur. N'oublions pas qu'il a comme gros client sur ses fusées SpaceX les agences spatiales, la NASA, les agences spatiales américaines, le Pentagone. Il a comme gros client quand même l'État américain. Donc on le voit pas, moi je le vois pas entrer véritablement en résistance, ni même en dissidence vis-à-vis de l'État américain. Je pense qu'il va vite rentrer dans le rang. Ça me fait penser à Zuckerberg qui avait lancé le Libra, hein, la monnaie, crypto-monnaie soi-disant alternative à Bitcoin et alternative aux crypto-monnaies, et qui est vite rentré dans le rang parce que l'État américain a mis un coup de sifflet, a mis le haut là. Donc en fait, il ne faut pas, je pense, en attendre trop d'Elon Musk sur la question de la liberté d'expression. J'adhère à sa philosophie, hein, la philosophie un petit peu, voilà, libertarienne, libérale, on va dire au bon sens du terme, mais à mon avis, ça n'ira malheureusement pas forcément très loin. Alors la transition est toute faite avec le Bitcoin. Alors, je rappelle qu'il y a quelques mois, quelques années, il avait fait la promotion du Bitcoin, ce qui avait permis à la crypto-monnaie de faire un bond, et puis ensuite il s'était retiré. Il s'était retiré parce que les autorités américaines ont dit pas question que tu vendes tes voitures en Bitcoin. Et il faut voir aussi tout ce qu'il y a derrière. Et derrière, effectivement, aujourd'hui, il ne fait plus véritablement la promotion de la crypto-monnaie. Alors la transition est toute faite avec mon deuxième sujet, qui est l'écroulement du Bitcoin. Enfin, l'écroulement, tout est relatif, hein. Je crois qu'aujourd'hui on est à 28 000 $, donc c'est loin d'être un écroulement total, mais c'est vrai qu'on a été monté à 60 000. Alors je rappelle comment fonctionne effectivement cette crypto-monnaie, qui a l'avantage de l'or, c'est-à-dire d'être en quantité limitée sur Terre, de n'être contrôlée par personne, contrairement à l'or, puisque les banques centrales possèdent des stocks d'or, donc elles peuvent faire baisser les cours. Là, les banques centrales ne peuvent pas faire baisser le cours du Bitcoin. Donc l'avantage de l'or, c'est la quantité limitée sur Terre, et l'avantage des monnaies fiduciaires de type des devises classiques de type euro, dollar, yen, livre sterling, franc suisse, c'est d'être facilement manipulable et de pouvoir acheter à la fois une baguette de pain ou bien une maison, une propriété représentant plusieurs millions, plusieurs milliards de dollars avec un simple message électronique. Donc c'est ce que permet Bitcoin, hein. Bitcoin a l'avantage des deux, la souplesse de transaction et la quantité limitée sur Terre. C'est pour ça que c'est une monnaie, crypto-monnaie, qui a de l'avenir et qui n'est pas réellement concurrencée par les quelques 6000 autres crypto-monnaies qui sont en fait des copies plus ou moins réussies de Bitcoin. Alors, quant à sa valorisation, alors la valorisation, oui, elle varie comme un cours de bourse. Quand il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, les prix montent. Quand il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, les prix baissent, comme n'importe quel cours. Et là, actuellement, comme il y a effectivement une crise sur le Nasdaq et sur un certain nombre de bourses mondiales, les investisseurs qui, selon la répartition en camembert de leur patrimoine, ont un petit peu d'actions, un petit peu de Nasdaq, un petit peu d'obligations, un petit peu d'immobilier, un petit peu d'or, un petit peu de Bitcoin, lorsqu'il y a une baisse sur un certain nombre d'actifs à effet de levier, notamment le Nasdaq, eh bien, ils sont obligés de vendre d'autres actifs, comme l'or ou comme le Bitcoin, pour couvrir leur position à découvert, tout simplement. Donc c'est ce qui fait qu'il y a aujourd'hui un peu plus de vendeurs d'acheteurs, et donc les cours peuvent baisser. Mais je rappelle, l'histoire du Bitcoin a toujours été, quand on regarde la courbe logarithmique, et je vous mettrai sur la vidéo là, les courbes logarithmiques, vous avez des périodes de 3-4 ans où le Bitcoin est resté entre 10 et 100 $. Alors c'est pas tout à fait ça, j'avais noté entre 1 et 10 $, il a passé 2011-2012, hein, variation entre 1 et 10 $, 2011-2012. En 2013, il a varié entre 10 et 100 $, donc ça c'était une période d'un an, qui était même moins d'un an, qui était assez courte. Il a varié entre 100 $ et 1000 $ sur 2014, 2015, 2016.
Donc c'est quelque chose qui est très facile à vérifier. Il a ensuite varié entre 1000 et 10 000 dollars entre 2017, 2018, 2019 et juin 2020, donc pratiquement 3 ans et demi. Alors il y a eu un pic fin 2017 où il est monté à 20 000 dollars, mais ensuite il s'est écroulé, il est resté entre 1000 et 10 000 dollars. Et là il devrait rester entre 1000 et 10 000 et 100 000 dollars entre juin 2020 et juin 2024. Le prochain halving aura lieu vraisemblablement fin mars ou mars-avril 2024. Donc il y en a encore à peu près pour 2 ans pour être dans cette variation entre 10 000 et 100 000 dollars. Donc effectivement, il peut descendre à 10 000, il peut même descendre à 5 000, hein, il peut même avoir un crack, voilà. Et puis, mais globalement, il va rester entre 10 000 et 100 000 pendant au moins encore 2 ans, peut-être 2-3 ans, avant de passer entre 100 000 et 1 million de dollars. Et là, vraisemblablement, entre 2024 et 2028, on devrait être entre 100 000 et 1 million de dollars. Et entre 2028 et 2032, on devrait être entre 1 million et 10 millions de dollars. Donc voilà comment il faut regarder les courbes logarithmiques quand on regarde le Bitcoin, pour des raisons fondamentales. D'abord parce que le dollar s'écroule, c'est aussi parce que les banques centrales émettent de la fausse monnaie, et donc dévaluent la monnaie. On le voit avec l'euro, on le voit avec le dollar, ce qui cause l'inflation sur les prix des produits, des services, mais aussi sur les prix de l'or ou du Bitcoin ou d'autres types d'actifs. Donc voilà, je vous fais pas une revue complète sur le Bitcoin, j'ai fait plusieurs vidéos, je vous demande de vous y référer. Vous pouvez aussi acheter demain l'âge d'or, hein, épisode 3 et 4, Mafia plus Bitcoin, hein, si vous voulez pas acheter l'édition complète, mais vous avez dans l'épisode 3-4 où je fais effectivement une analyse complète sur Bitcoin. Le livre a été finalisé à peu près en 2017-2018, donc voilà, ce sont les chiffres de l'époque, hein, les valorisations de l'époque. On n'était pas encore à 30 000, bien sûr, à 30 000 dollars, on était beaucoup plus proche de 6 000, mais c'est normal, la progression continue, et mes prévisions étaient tout à fait conformes en fait à toutes les prévisions qui sont faites par tous les investisseurs sur Bitcoin sur du moyen long terme, c'est-à-dire à l'horizon de quelques années. Effectivement, il se valorisera fortement, et le fait qu'aujourd'hui toute l'humanité ne se soit pas précipitée dès 2009 sur le Bitcoin, c'est tout à fait normal. Je rappelle que par exemple une technologie comme l'email a été créée en 1971. Donc pendant quelque chose comme 25 ans, seuls quelques universitaires ou quelques geeks utilisaient le message de l'email et s'envoyaient des messages, du texte ou des photos par email, alors que 99,99% de la population ne savait même pas ce que c'était. Ou si elle savait ce que c'était, en tout cas elle ne l'utilisait pas. Il faudra attendre les années 93, 94, 95 pour voir apparaître enfin de l'email grand public et de l'internet grand public. Donc le Bitcoin c'est un peu la même chose, hein. Il est né en 2009, donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'en 2022 on soit déjà à 100% une utilisation du Bitcoin pour 100% de la population. Il faudra peut-être attendre encore une fois une dizaine ou une quinzaine d'années pour que cette technologie soit complètement répandue. Et puis là, il faudra peut-être attendre aussi l'écroulement des monnaies, mais là les gouvernements travaillent d'arrache-pied pour détruire la monnaie, hein, puisque la destruction de la monnaie permet de détruire aussi les dettes, et l'État est criblé de dettes et n'a pas d'épargne. L'inflation détruit à la fois l'épargne et les dettes, mais comme l'État n'a pas d'épargne et n'a que des dettes, eh bien les États favorisent fortement l'inflation. Et j'en viens à mon troisième sujet, qui est élection piège à con. On est en période électorale ou interélectorale, entre l'élection présidentielle et l'élection législative en France. Très vraisemblablement, je pense que beaucoup d'électeurs, c'était un petit peu ce qui s'était passé en 2012, beaucoup d'électeurs de droite, on va dire, qui avaient voté François Hollande pour punir Nicolas Sarkozy, pour crever, comme on disait à l'époque, crever Sarko. En 2012, il fallait crever Sarko et élire n'importe quel imbécile pour remplacer Sarko. Là, avec le Mélenchon Premier ministre, ce qui est politiquement très intelligent, j'avais fait une vidéo il y a 2 ans au Benas Premier ministre, parce que c'est la vraie logique politique, c'est qui gouverne la France, c'est le Premier ministre, c'est pas le Président de la République. Donc Mélenchon, qui est très très politique, je ne partage pas ses idées, hein. Ses idées, c'est de la merde de chien, mais il faut reconnaître que c'est un vrai leader politique, c'est un vrai visionnaire dans ce sens-là. Moi, j'ai démarché Éric Zemmour pour lui proposer justement cette logique-là dès le lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, dès le 11 avril, en lui disant voilà, il faut pas faire une campagne reconquête pour les élections législatives. J'avais adhéré à Reconquête depuis le début. Vous voyez, je vous montre ma carte, je suis même pionnier
bienfaiteur. Hein. Donc voilà. Donc j'ai proposé effectivement à Zemmour de ce que Reconquête soit le parti anti-inflation, anti-répression fiscale, anti-répression réglementaire, alors qu'en face on a une classe politique qui est intégralement dédiée à la parasitocratie. Hein. Les parasites patriotes, les parasites gaullistes, les parasites mélanchoniens, les parasites macroniens du parti désormais Renaissance, hein, le parti macronien, renaissance de l'inflation, renaissance de la répression, renaissance de la planification, la fameuse planification écologique. Mais la planification, ça veut dire répression, et ça veut dire taxation, ça veut dire inflation. Et l'inflation enrichit ceux qui bénéficient des subventions de l'État, mais appauvrit les pauvres, et notamment les salariés, qui, eux, on voit leur salaire revalorisé toujours bien moins que la hausse des prix, et surtout les retraités. Hein. Donc l'inflation, c'est l'impôt des pauvres, c'est l'impôt de ceux qui ne payent pas d'impôt. Hein. Vous ne payez pas d'impôt sur le revenu, mais on va vous revaloriser votre retraite de 4%, et puis vous aurez 15% de hausse des prix. Donc vous avez pris 11% dans la gueule. Voilà, 11% par an pendant 5 ans, bah, ça fait très mal. Donc j'avais déjà expliqué cela, mais on est toujours dans cette logique. Donc dans cette logique effectivement de similitude absolue entre le projet de planification écologique d'Emmanuel Macron et le projet de planification écologique de Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc le millionnaire, eh bien, je pense que pas mal de Français vont voter pour Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc le millionnaire, d'autant plus qu'il est favorable à la 6ème République. La 6ème République, c'est le fait de casser en fait le pouvoir présidentiel. Alors ils vont pas supprimer l'élection présidentielle, mais pour la casser, c'est très simple. Il suffirait par exemple d'avoir une élection législative tous les 2 ans, comme ça se fait aux États-Unis depuis maintenant 2 siècles. Ça fonctionne très bien. Quand vous avez une élection législative tous les 2 ans, eh bien le rôle du président de la République est très très relativisé. Ce qui est important, c'est de savoir quelle majorité parlementaire on a et quel Premier ministre on aura. Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc le millionnaire, qui est plutôt à la fin de sa carrière politique, et je pense qu'il va laisser comme héritage, s'il devait réussir à être Premier ministre et s'il devait réussir à avoir une majorité, ce qui n'est pas exclu. Je rappelle que 2/3 des Français aujourd'hui sont favorables à la cohabitation, donc il est tout à fait possible qu'il l'emporte le 12 juin, qu'il y ait une révolte totale dans les urnes le 12 juin, et à ce moment-là, effectivement, on aura certainement une relativisation de l'importance du président de la République et un retour à une démocratie parlementaire, ce qui existe d'ailleurs dans tous les pays d'Europe, hein, et ça ne crée pas forcément d'instabilité. On a vu des Margaret Thatcher ou des Helmut Kohl ou des Angela Merkel diriger des pays comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni pendant plus de 10 ans. Donc ça crée pas forcément d'instabilité, contrairement d'ailleurs à ce que pense Zemmour. Voilà, c'est un point de divergence. Voilà. Donc Éric Zemmour qui a beaucoup de qualités, que j'ai soutenu, mais qui s'est planté politiquement, qui est un excellent commentateur de la vie politique, un excellent historien, analyste, tout ce que tu veux, mais qui n'est pas un bon acteur. De même qu'on peut être un très bon commentateur de football et être un mauvais joueur de football. Voilà. Donc malheureusement c'est comme ça. Chacun doit faire de la politique ou avoir une activité en fonction de ses compétences, et notre ami Éric va retourner écrire des livres et faire des conférences, puisque maintenant Reconquête est un parti qui s'est complètement écroulé et qui sera présent aux législatives, mais de façon symbolique, et les candidats ne feront pas grand-chose, bien évidemment. Dernier sujet. La question de l'Ukraine. Alors la guerre en Ukraine malheureusement se poursuit, malheureusement, parce que c'est une destruction pour l'Ukraine, mais c'est une destruction aussi pour la Russie. La guerre promettait d'être longue. J'avais fait dès la première vidéo sur l'Ukraine en disant que les Occidentaux veulent une guerre longue, et aujourd'hui, comment faire pour faire une guerre longue? Eh bien, on perd du terrain 1 km, 2 km, 3 km par jour, donc les Russes avancent de 1 km, 2 km, 3 km par jour, mais avec des destructions absolument terribles de leur matériel, de leurs hommes, de leur armée. C'est une armée qui saigne et qui saigne encore. Donc aujourd'hui, ils tapent dans les stocks soviétiques. Hein. On sort les vieux chars, on sort les vieux missiles, on sort les vieux avions, on sort même ce qui avait été déclassifié depuis 20 ans pour faire un peu de munitions, parce que l'industrie russe aujourd'hui ne produit pratiquement plus rien en termes d'armement. Donc on tape dans les stocks, tant qu'on a des stocks, et l'armée russe est en train d'être grignotée méthodiquement, tout en avançant. Elle avance. Ça fait penser un petit peu à l'armée allemande, la 6e armée allemande de von Paulus devant Stalingrad. Devant et même dans Stalingrad, à l'époque, tous les jours, eh bien, les communiqués de guerre allemands faisaient état d'une avancée. On avait pris un quartier, on avait pris une maison, on avait pris un bâtiment, un peu comme aujourd'hui les Russes à Mariupol. Hein, on a conquis un morceau d'usine, un morceau de... Bon. Mais à la sortie, l'armée, elle s'use, et puis au bout d'un moment, eh bien, l'armée, une fois qu'elle est complètement usée, elle est complètement détruite, et on va vers l'effondrement, et vers l'effondrement total. Et moi, ce que je crains, c'est un effondrement, effectivement, un grignotage de cette
armée russe, et un effondrement définitif qui pourrait aboutir à ce que certaines républiques de la Fédération de Russie, car je rappelle c'est une fédération de républiques, donc c'est un État fédéral, comme diraient les États-Unis, c'est une fédération de 50 États, là il y a effectivement, alors je ne sais plus combien il y a de républiques en Russie, mais c'est un peu une fédération d'États. Le danger c'est que un certain nombre de républiques, certaines sont musulmanes, certaines sont en Sibérie, sont composées d'Asiatiques, etc., déclarent leur indépendance. Jusqu'à présent elles ne le faisaient pas parce qu'elles étaient confrontées à l'armée russe. Poutine disait je vais vous envoyer l'armée, mais si l'armée continue d'être détruite et grignotée en Ukraine, comme c'est le cas actuellement et comme le veulent les Occidentaux, mais aussi les Turcs, les Américains, enfin les Anglais, toute la coalition, eh bien malheureusement on risque d'avoir un éclatement de la Russie, ce qui est pas bon du tout, ce qui est déstabilisateur. Même les Chinois l'ont compris, parce que dans un premier temps les Chinois se sont frottés les mains en disant les Russes vont être affaiblis, mais aujourd'hui ils commencent même à s'inquiéter. Alors ils disent aux Russes quittez l'Ukraine, mais bon, ils fournissent pas d'armes ni aux uns ni aux autres. Je pense que la Chine, ils sont plutôt fins sur le traitement de la question ukrainienne aujourd'hui. Ils ne soutiennent aucune des parties militairement parlant, mais ils disent aux Russes quittez l'Ukraine parce que là vous êtes en train de vous suicider en Ukraine, c'est complètement idiot. Donc voilà, malheureusement pour la Russie, je suis pas très optimiste sur l'avenir de ce pays qui est en train véritablement de s'affaiblir militairement parlant, et en fait ça peut être beaucoup plus inquiétant qu'on ne pense. Alors à ceux qui m'interrogent sur la question des armes nucléaires, je ne crois pas que Vladimir Poutine va utiliser les armes nucléaires, il en parle, mais en réalité tout cela n'est pas sérieux. Il y a quand même des tabous, même quand on fait une guerre, et même quand on fait une guerre totale. D'abord, première remarque, la Russie n'est officiellement pas en guerre en Ukraine. La Russie fournit du gaz et du pétrole à l'Ukraine, parce qu'officiellement ils sont pas en guerre. Je rappelle que les premières troupes qui avaient été envoyées à Kiev lors de l'opération du 24 février initiale, c'était l'équivalent des CRS. Les premières troupes débarquées à Kiev, c'était des policiers qui venaient arrêter Zelensky, et qui venaient arrêter le gouvernement. Et puis l'armée suivait derrière pour mettre une force militaire, mais ça a été vécu comme une opération de police quasiment au début. Aujourd'hui on en est loin, mais il faut se rappeler. Et donc la Russie n'est pas officiellement en guerre, la Russie n'emploiera pas d'armes nucléaires. Ça me fait penser là aussi à la Seconde Guerre mondiale, où à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler utilisait les V1, V2, et surtout les V2 pour frapper Londres et Moscou. Ils en ont utilisé plus de 8000, donc ils en ont vraiment produit beaucoup. Et les généraux allemands, enfin certains disaient à Hitler, envoyer une tonne d'explosifs dans un V1 ou un V2, c'est pas très efficace, parce que d'abord ils tombent pas toujours sur un bâtiment, ils peuvent tomber aussi dans une zone non construite, ou dans un parc, ou dans une rue, et donc ça fait pas beaucoup de dégâts. Par contre, si on équipait les V1 V2 avec des bonbonnes de gaz, et là effectivement la destruction de la population serait beaucoup plus grande, et Hitler a toujours refusé, donc il n'est jamais passé ce cap là. Aujourd'hui c'est plus le gaz, ce sont les armes nucléaires. Je pense pas que Poutine passera ce cap. Voilà, il faut pas, c'est pas une question d'être optimiste ou pessimiste, mais c'est une question, en dernière analyse, c'est pas pensable. Par contre, que la Russie s'épuise, épuise tous ses stocks soviétiques en Ukraine, malheureusement pour la Russie, malheureusement pour l'Ukraine aussi, qui en prend aussi un peu plein la gueule. C'est ce qui se passe, et c'est pas bon, et c'est bon pour personne. En fait, cette guerre, elle est bonne pour personne, pas même pour les Américains, parce que finalement ça leur coûte cher aussi, les milliards de dollars, c'est le contribuable américain qui paye. Moi je serais américain, je serais assez furax de voir mon gouvernement me taper de taxes pour aller faire une guerre. Donc je pense qu'encore une fois, cette guerre, elle est bonne pour personne. Je reviendrai bien sûr sur ce sujet, ainsi que sur bien d'autres bons sujets. Voilà, merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.